Chapitre 7. Dans la montagne. La nuit de leur fuite, une semaine avant celle de leurs deux amis, Milena et Bartholoméo prirent l'autocar qui, après avoir traversé tout le pays, s'en allait vers le nord. Leur but était de franchir les montagnes le plus vite possible. Ils ignoraient ce qui les attendait au-delà, mais tout vaudrait mieux que d'être repris par ceux de la phalange. Martha, la consoleuse, les accompagna jusqu'à la route qui contournait la colline, et ils attendirent ensemble, dans le crachin épais, l'arrivée du véhicule, un vieux monstre brinque-ballant que son nez carré faisait ressembler à un animal furieux. La nuit était noire. Dès qu'elle entendit le rugissement du moteur, Martha se campa sans crainte au milieu de la chaussée, et elle arrêta le car en agitant les bras au-dessus de la tête. Elle poussa les deux jeunes gens à l'intérieur et, à la question du chauffeur sur leur destination, elle nomma la ville située 150 kilomètres plus au nord, au pied de la montagne. C'est là qu'ils vont. Voici l'argent. L'homme jeta un regard soupçonneux sur les longs manteaux d'internes et demanda perfidement: Et ils viennent d'où? Comme vous, répliqua Martha, du ventre de leur mère. Occupez-vous de suivre la route et fichez-leur la paix. L'homme se garda de répondre et tendit les deux billets à Bartholoméo. L'expérience lui avait appris à éviter toute querelle avec une consoleuse. On risquait d'y laisser des plumes. Il pressa un bouton sur son cadran de bord et la portière pliée en accordéon se referma dans un grincement aigu, obligeant Martha à descendre du marchepied. Du bord de la route, elle envoya un baiser à Milena. Celle-ci, encore debout, le lui rendit, puis, tandis que le car l'emportait, elle fit signe de la main aussi longtemps qu'elle le put, jusqu'à ce que la nuit et la brume engloutissent la grosse dame. « Adieu, Martha !» murmura la jeune fille. Ils déposèrent dans le filet à bagages le sac volumineux donné par Martha et s'assirent côte à côte sur un siège de cuir sale et déchiré, lui à la fenêtre, elle du côté du couloir. Bartholoméo manquait de place avec ses grandes jambes. Il n'y avait pas plus de 10 passagers à bord, dispersés de l'avant à l'arrière, et la plupart, endormis sous des couvertures, ne laissaient voir que leurs cheveux. Le chauffeur, après un regard mauvais jeté dans son rétroviseur, éteignit les veilleuses, et il n'y eut plus soudain que la lumière jaune des phares dans la nuit et le ronflement entêté du moteur. Cela sentait le vieux cuir, le gaz d'échappement et la transpiration. « C'est ça, la liberté ?» chuchota Milena. « C'est ça, » répondit Bartholoméo. « Comment tu la trouves? Délicieuse, et toi ?»« Je ne la voyais pas comme ça, » sourit le garçon, « mais ça me plaît tout de même. En tout cas, il faut qu'on se repose. Nous serons là-bas dans quelques heures et nous aurons besoin de toutes nos forces pour franchir la montagne le plus vite possible. Tu as raison. » Elle appuya sa tête sur l'épaule de son compagnon et ils s'efforcèrent de dormir. Au bout d'une demi-heure, ils durent admettre qu'ils n'y parviendraient pas. Les virages, les chaos de la route et surtout le tumulte de leurs pensées les en empêchaient. Milena poussa un soupir. « Tu penses à Katharina Pansec ?» chuchota Bartholoméo. « Oui, avoua Milena. Tu regrettes d'être partie ?»« Oui, non, je ne sais plus. Et toi ? Tu penses à celui qui est au cachot pour toi ? » ?»« Oui, d'autant plus que c'est lui qui m'a donné la lettre de mon père. Comment s'appelle-t-il ? » ?»« Il s'appelle Basile. » Ils se turent, le cœur soudain lourd de culpabilité. Le chauffeur alluma une cigarette. De chaque côté de la route, on ne distinguait que des rangées d'arbres pétrifiés dans la brume. « Tu as vu comme ce car est vieux ?» reprit Milena, en grattant de l'ongle le cuir sec et noirci de son siège. « Nos parents l'ont peut-être pris quand ils se sont enfuis. Pourquoi pas ? Ils étaient peut-être même assis à nos places. Tu te moques de moi ? Je ne me moque pas. » Mon père ne donne pas de détails dans sa lettre. Il raconte simplement qu'il a rencontré ta mère pendant leur fuite. Et il ne dit pas ce qu'elle est devenue ? Non, mentit Bartholoméo. Il ne le dit pas. Ils ont peut-être franchi la montagne tous les deux. Ils vivent peut-être encore. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit sur elle ? Je te l'ai répété 10 fois, Milena, qu'elle chantait merveilleusement bien, que les gens l'adoraient. Chantait ? Adorait ? Les verbes sont à l'imparfait dans la lettre ? Oui, non, je ne sais plus. Ouvre-la, s'il te plaît, et regarde. Bartholoméo mit la main à la poche de son manteau, puis se ravisa. Je n'arriverai pas à lire, il fait trop sombre. Demain. Bart, ils sont à l'imparfait dans la lettre, insista Milena. Le garçon hésita un instant, puis oui, ils sont à l'imparfait. Mais ça ne signifie rien, sinon qu'il quittait ce pays. Il en parlait au passé, c'est normal. La route était moins sinueuse maintenant. Ils s'endormirent ensemble, appuyés l'un contre l'autre. Milena fit un rêve très drôle dans lequel la mère Zinzin avait fait venir un orchestre symphonique dans la salle de classe, mais les musiciens ne jouaient pas.
Il s'était assis sur les coins de table et bavardait amicalement avec les élèves ravis. La tanque et la merlute, grimpées sur le dernier échelon d'une échelle, montraient à la fenêtre leurs deux têtes congestionnées par la rage et tapaient furieusement au carreau pour protester. Mais personne ne s'occupait d'elles, sauf la zinzin, qui leur adressait des gestes d'impuissance et de découragement. À son réveil, Milena sursauta. Deux yeux délavés la dévisageaient à quelques centimètres. Elle se rendit compte que sa tête avait perdu l'épaule de Bartholoméo et s'inclinait maintenant vers le couloir. L'homme assis sur le siège voisin ne se gênait pas pour la détailler. Il portait une veste et un pantalon de paysan, ses épaisses mains, gercées, reposaient inertes sur ses genoux. À ses pieds se trouvait une cage grillagée contenant de gros lapins gris. « Eva Maria Bar » marmonna-t-il d'une voix pâteuse. Son visage aplati, éclairé d'un sourire béat, trahissait une folie légère. « Pardon, bredouilla Milena, qu'est-ce que vous dites ? Eva Maria Bar ? C'est toi ? Hein ? Non, Qui est-ce ? L'homme ne répondit pas, mais il hocha la tête, satisfait, comme si Milena avait répondu par l'affirmative à sa question. Voyant qu'il continuait à la fixer avec insistance, elle se détourna. À côté d'elle, Bartholoméo dormait, la tête appuyée à la vitre. Elle le poussa du coude. « Bart, réveille-toi, il y a un type bizarre à côté de moi. » Le garçon ouvrit les yeux, se pencha en avant et interpella le bonhomme. « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» L'autre, toujours épanoui, souleva la cage afin qu'on puisse mieux voir ses deux lapins. « Laisse-le, c'est un simple d'esprit, » glissa Bartholoméo à l'oreille de Milena. Ils lui adressèrent un sourire et approuvèrent. Oui, c'étaient de très beaux lapins. Ils pouvaient en être fiers. Le jour se levait maintenant et la ville était proche. Des taches de lumière d'un vert sombre se posaient çà et là sur la campagne. Des fermes aux toits d'ardoise surgissaient parfois au détour d'un virage. Ils roulèrent bientôt sur une interminable ligne droite truffée de nids de poules, mais le chauffeur, sans chercher à les éviter, poussa à fond le régime du moteur. Le car se jeta en avant avec rage. Réglé entre deux canaux, la radio crachait à plein volume une musique inaudible. En peu de temps, les voyageurs, secoués comme des prunes, émergèrent les uns après les autres de leur couverture et ils commencèrent à rassembler leurs affaires. « Vous aimez pas la musique » brailla le chauffeur hilar. « Si, justement, chuchota Milena. » En quelques minutes, ils avaient atteint les faubourgs de la ville, puis la gare routière. Le chauffeur rangea son car près d'une dizaine d'autres, tous alignés le long d'un bâtiment aux murs lépreux. L'endroit était désert, le froid vif. Milena remonta sur sa tête la capuche de son manteau. « Tu crois que c'est le buffet, là-bas ? On pourrait peut-être boire quelque chose de chaud avant de partir. Il vaudrait mieux ne pas trop se montrer, objecta Bartholoméo. La porte vitrée, tout au bout, ressemblait à celle d'un café, avec son dessin de tasses et de petites cuillères. Ils s'avancèrent. À l'intérieur, trois hommes, installés au bar, disparaissaient à moitié dans la fumée de leurs cigarettes. Des chauffeurs, peut-être, qui buvaient du vin blanc. Le patron obèse balayait le plancher avec nonchalance. Rassurés, ils poussèrent la porte et allèrent prendre place à une table sous la fenêtre opposée. D'ici, on devinait les premières collines et, au-delà, la masse sombre de la montagne. « Oui » interrogea le patron, faisant trembloter ses trois mentons. « De café, dit Bartholoméo. » Ils burent à petites gorgées, en serrant les bols brûlants entre les paumes de leurs mains. Milena, un peu réchauffée, rabattit sa capuche sur ses épaules, faisant jaillir la masse de ses cheveux blonds. L'un des hommes du bar se retourna aussitôt et ne la quitta plus des yeux, bientôt imité par un deuxième. Leur rictus n'avait rien d'avenant. « Qu'est-ce qu'ils me veulent, Bart ? Ils n'arrêtent pas de me regarder. Il faudra t'y habituer, plaisanta le garçon. Te regarder n'est pas franchement une punition, tu sais. » En toute autre occasion, Milena aurait apprécié le compliment, mais le malaise qu'elle éprouvait gâchait le plaisir. « Arrête, ce n'est pas ça. Il me semble plutôt que je les intrigue. » Cette fois, les trois hommes conversaient à voix basse et la détaillaient sans gêne. « Ça suffit, » trancha Bartholoméo. « Je n'aime pas ça, on s'en va. » Milena avala sa dernière gorgée de café, la plus sucrée, et tous deux se levèrent, laissant sur la nappe poisseuse un peu d'argent que Martha leur avait donné. « Au revoir, messieurs, dirent-ils en sortant. « Au revoir, grommela un des trois hommes. Bartholoméo refermait la porte quand la voix éraillée du type les frappa, aussitôt suivie du rire gras des deux autres. « Elle nous chante pas quelque chose avant de partir ?» Milena s'arrêta net. « Tu as entendu ce qu'il a dit ?»« J'ai entendu.
Elle empoigna Bartholoméo par le col de son manteau, se suspendant presque à lui. « Bart, tu ne comprends pas? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ils me prennent pour ma mère, tu le vois bien. Ce matin déjà dans le car et maintenant. Un demeuré et 3 ivrognes? Milena, viens, je t'en prie. » Elle résista. « Mais non! Je vais leur demander à ces hommes. Ils doivent savoir, eux. Celui du car m'a appelé Bar. Tu entends? Il a prononcé mon nom. Et il a dit un prénom, Eva Maria. Le prénom de ma mère, j'en suis sûre. Tu as peut-être raison, mais il ne faut pas traîner ici. On nous recherche, ne l'oublie pas. Il suffit d'un coup de téléphone du patron ou d'un de ces types et nous sommes pris. Viens. » Il la saisit par le bras et elle se laissa entraîner à regret. De toute la matinée, le temps ne se leva pas. Ils marchèrent dans la bruine, côte à côte, au rythme de leur respiration. La route s'éleva rapidement, mais ils ne voyaient presque rien de la plaine qu'ils laissaient derrière eux, ni de la montagne devant. Milena était morose et ils parlèrent peu. Quelques voitures ralentirent à leur hauteur. Derrière les vitres, des visages étonnés, des regards soupçonneux. « Quittons la route, » décida Bartholoméo. « J'en ai marre de leur tête à claque. » En fin d'après-midi, ils rattrapèrent une carriole tirée par un cheval sur un chemin pierreux. Un petit homme noireau menait l'animal par le licol. Milena, que ses pieds commençaient à faire souffrir malgré ses bottes, s'arma de son plus joli sourire et l'interpella. « On peut monter ?» Le paysan s'arrêta à contre-cœur et les laissa enjamber la ridelle. Dans la carriole, une femme d'une 60aine d'années, vêtue d'un tablier noir et coiffée d'un grossier bonnet de laine, se tenait assise sur un sac de pommes de terre. Elle les salua d'un sourire, puis ses petits yeux d'un bleu profond se posèrent sur Milena et ne la lâchèrent plus. L'intensité de ce regard jurait avec le reste de sa personne assez commune. « Vous me connaissez, madame ?» demanda la jeune fille troublée. « Bien sûr que je vous connais, répondit la femme. Puis, très doucement, elle commença à fredonner bouche fermée. Sa voix était peu sûre et la mélodie incertaine, presque fausse quelquefois, mais on devinait qu'en la chantant, cette personne entendait une autre voix, belle celle-ci, et qu'elle cherchait à imiter. Milena en eut la chair de poule. « C'est très joli. D'où vous vient cette chanson ?» La femme ignora la question et continua à chantonner, rêveuse. On avait l'impression que, regardant Milena, elle regardait aussi à l'intérieur d'elle-même et de ses souvenirs. Elle s'appliquait à chaque note. « Qui chantait cette chanson ?» insista Milena quand elle eut fini. « Mais c'est vous, répondit la femme. On avait vos disques à la maison. C'est dommage. Oui, c'est dommage ce qui est arrivé. » La carriole s'arrêta à cet instant. Le paysan décrocha la chaînette qui assurait la porte arrière et rabattit brutalement celle-ci. « Descendez, on est arrivé !»« Attendez, dit Milena. Je voulais demander à cette dame. »« Y a rien à demander, dit le paysan, et il poussa la femme vers la maison. « J'aurais pas dû vous prendre, foutez le camp !» Ils passèrent les 2 nuits suivantes dans les ruines de maisons effondrées. Elle les protégeait assez du vent et du froid pour qu'ils puissent dormir quelques heures. À peine debout, ils reprenaient leur marche vers le nord. Ils s'efforcèrent, malgré la faim, de préserver autant que possible leurs provisions. Ils burent l'eau glacée des ruisseaux dans les paumes de leurs mains. Le matin du 3e jour, la brume se leva d'un coup, au milieu de la matinée, et ils découvrirent avec stupeur l'irréelle beauté du paysage qui les entourait. La lande verte s'étendait devant eux, parsemée de rochers gris et de petits lacs étincelants. Tout au fond, la montagne dressait ses sommets enneigés vers le ciel. L'air vif se rua dans leurs poumons. « Oh mon Dieu !» s'exclama Milena, et les autres mots lui manquèrent. « C'est ça la liberté ?» lui souffla Bartholoméo. « Comment tu la trouves ?»« Je la trouve acceptable, » répondit la jeune fille après un moment. « Et nous allons fêter ça. » Elle marcha jusqu'à un rocher et s'assit dessus. Comme le garçon voulait prendre place à côté d'elle, elle le repoussa. « Non, mets-toi plus loin. » Voilà, comme ça. Elle redressa son dos et posa ses 2 mains sur ses genoux et prit une profonde inspiration. A poor soul sat sitting by a sycamore tree. Sing willow, willow, willow. Dès les premières notes, l'espace autour d'elle sembla transfiguré. Sa voix pure tendait entre le ciel et la terre des fils invisibles. With his hand in his bosom and his head upon his knee, oh, willow, 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 willow. Milena chantait sans effort, les sourcils légèrement froncés, les yeux fermés. Elle ne les ouvrit qu'après la dernière vibration de la dernière note. Bartholoméo, saisi,
n'osait pas rompre le silence. L'émotion lui serrait la gorge. Ça t'a plu demanda Milena. Oui, répondit le garçon, beaucoup. Et j'ai bien aimé aussi les petits plis que cela te fait entre le haut du nez et le front. Je sais, ils viennent dès que j'ouvre la bouche pour chanter. Je n'arrive pas à les faire disparaître. Il s'approcha et s'assit près d'elle sur le rocher. D'où tiens-tu cette chanson? Il me semble que je la connais depuis toujours. J'ai dû l'apprendre toute petite, par ma mère sans doute. Je le comprends maintenant. J'en connais une vingtaine par cœur. Je me les suis toujours chantées à l'orphelinat, à l'internat, toujours. Je suis capable de me les chanter en silence et je les entends. Parfois j'en choisis une et je décide de la chanter vraiment. Je veux dire à voix haute. Et qu'est-ce qui te décide à le faire? Je ne sais pas. Le bon moment, la bonne personne. Ah, et là, c'est le bon moment ou la bonne personne? Devine. Elle le prit par la main pour continuer la route. C'est ce soir-là qu'ils décidèrent de ne pas aller plus loin. Le refuge, à l'abri d'un bosquet, se trouvait à la limite des premières neiges. Ils n'eurent qu'à pousser la porte pour y entrer. La pièce unique était équipée d'une banquette appuyée au mur du fond, d'une vaste cheminée, d'un buffet bricolé avec de mauvaises planches, d'une table et de 2 bancs. Ils firent du feu, mangèrent un peu de leurs provisions. La nuit entière, ils se parlèrent. Ils se parlèrent avec fièvre, jusqu'à l'épuisement, et au petit matin, leur décision était prise. Bartholoméo trouva dans un tiroir une paire de ciseaux rouillés qu'il aiguisa longuement à une pierre dure. Milena s'assit à califourchon sur une chaise de paille, devant le feu, et dégagea son cou. Vas-y. Bartholoméo, hésitant, fit glisser entre ses doigts une lourde poignée de cheveux blonds. Tu es sûr? Tu ne m'en voudras pas. C'est moi qui te le demande. Puisqu'on doit redescendre, je ne tiens pas à être prise pour une revenante par les 3/4 de la population. Vas-y, Bart. Le premier coup de ciseau les blessa au cœur tous les deux. Ensuite, Bartholoméo s'activa de son mieux, faisant voler autour d'eux les mèches blondes. Bientôt, les pieds de la chaise furent entourés d'un tapis soyeux et doré. Quand Milena n'eut plus sur la tête que les cheveux en bataille d'un garçon, il posa ses ciseaux. Ça va? Demanda-t-il, et il alla s'agenouiller devant elle. Le visage de Milena était inondé de larmes. C'est dur, tu sais, gémit-elle. Je les avais depuis l'âge de 4 ans, à l'âge où j'ai appris les chansons. C'est comme si tu m'avais coupé les bras. Ils repousseront, ne pleure pas. À quoi je ressemble? Je ne sais pas. À Hélène Dandman, peut-être? Elle trouva la force de rire. En la voyant ainsi, barbouillée de larmes, les yeux rougis et les cheveux ras, Bartholoméo Casal se dit qu'il n'avait jamais vu une femme aussi belle de toute sa vie. Une femme, se dit-il, pas une fille.